Bienvenue à tous les auditeurs de ce webinaire. Je suis Philippe Jordan, directeur des projets au pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie, et j'ai le plaisir d'animer cette séquence d'aujourd'hui avec l'appui de Jacques Haine, animateur du projet Dynamise, qui vise à développer la filière hydrogène dans le Grand Est. Notre thématique du jour est la transition énergétique et plus particulièrement l'innovation et l'investissement dans l'hydrogène, si possible décarboné bien sûr. Pour aborder ce sujet sous différents aspects, nous aurons deux spécialistes de l'ADEME, M. Clément Ackermann et M. Éric Gaspard, qui vont nous présenter des dispositifs de financement pour des activités de recherche et développement d'une part, et d'autre part des aides pour la mise en place d'infrastructures pour l'hydrogène. Le programme intéressera donc particulièrement les entreprises, les académiques et les collectivités locales. La séance se déroulera ainsi: présentation de l'appel à projet PIA Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène par M. Ackermann et réponse à quelques questions. Ensuite, une deuxième présentation de l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène et réponse aux questions. Nous prévoyons de terminer la séance vers 12 heures. Quelques minutes de dépassement seront toutefois possibles. Pour poser vos questions à tout moment, veuillez utiliser l'outil chat de l'interface. Nous recueillerons toutes ces questions et les restituerons dans le temps imparti aux spécialistes de l'ADEME. Les questions qui ne seront pas abordées en séance seront traitées ultérieurement par écrit et nous vous transmettrons les réponses la semaine prochaine par courrier électronique. J'espère que cette séance vous donnera des clés pour monter des dossiers et sachez que le pôle Fibre Énergie Vie et les partenaires du projet Dynamise sont à vos côtés pour vous assister dans la réussite de vos candidatures. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Pour démarrer la séance, je donne la parole à Monsieur Jean-Michel Devezat, administrateur du pôle Fibre Énergie Vie et référent du domaine d'action stratégique, services, énergie et territoire bas carbone du pôle. À toi, Jean-Michel. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, au nom du pôle Fibre Énergie, on vous présente nos meilleurs voeux. La santé avant toute chose, c'est tant que pour vous et vos proches, tout aille pour le mieux dans cette année 2021 et qu'on tourne la page du Covid. Alors quelques mots peut-être sur le pôle Fibre Énergie Vie, également sur l'entité Dynamise. Donc le pôle Fibre Énergie Vie, que vous connaissez je pense pour un grand nombre, accompagne des projets collaboratifs auprès des acteurs du bâtiment, des matériaux et de l'énergie. Et on souhaite, le webinaire d'aujourd'hui en est l'illustration, je pense, être une locomotive en matière de développement de solutions innovantes. La mission, c'est la suivante, c'est que le pôle compétitivité est un réseau d'acteurs de la filière bâtiment, majoritairement des entreprises, dont la mission est de renforcer la capacité d'innovation de ses membres pour les rendre plus compétitifs. Donc clairement, la boucle vertueuse entre innovation et compétitivité pour votre service et votre meilleur service. Les thématiques du pôle, quelles sont-elles? Il y en a trois qui sont citées sur ce slide. Tout d'abord, ce qui concerne la chimie, les matériaux et les systèmes constructifs. Évidemment que c'est quelque chose d'important pour le pôle. Le deuxième thème, le deuxième sujet, c'est celui des services, de l'énergie, des territoires bas carbone, et c'est sans doute là-dedans qu'on trouve le positionnement du webinaire d'aujourd'hui. Philippe l'a cité, donc il est important effectivement de travailler sur cette question énergétique et cette question des territoires bas carbone. Et puis troisième élément important, très important aussi en ce moment, c'est celui d'économie circulaire. Donc sur l'éco-conception de matériaux, le bâtiment circulaire, les recyclages, la déconstruction, le tout pour avoir une empreinte qui soit la meilleure possible, une empreinte environnementale qui soit la meilleure possible. Donc voilà, donc trois thématiques: chimie, matériaux, l'énergie et les territoires bas carbone, et puis l'économie circulaire. Alors quel est notre écosystème ? Donc pour le résumer, on est une association qui est fondée autour d'adhérents qui sont le cœur de la mécanique, le cœur du réacteur.
On intervient et on est en échange évidemment avec d'autres pôles de compétitivité, mais, donc tous les pôles qui sont sur le Grand Est et bien d'autres. Il y a des structures d'accompagnement pour les entreprises et notamment pour les organismes professionnels, c'est un point clé. On intervient en maîtrise d'ouvrage pour un certain nombre d'entités, les collectivités territoriales, les aménageurs, les bailleurs sociaux, les promoteurs. Nous sommes également en lien et en action d'un point de vue institutionnel. On peut se féliciter voilà, d'avoir un rôle important dans le comité stratégique de filière, les ministères, avec l'ADEME et puis avec la région. C'est un point important. On souhaite aussi jouer, et on le joue, un rôle important en termes de formation. Donc ça, c'est tout le lien que nous pouvons avoir avec les universités, les campus des métiers et tout aspect formation continue. Et enfin, dans notre écosystème, il y a bien évidemment la thématique de la recherche, avec les laboratoires publics, le CRIT, CRT, SAS, qui ont été mentionnés là-dessus. Donc voilà, un ensemble cohérent, à la fois classique pour des pôles de compétitivité, mais cohérent avec des acteurs, bien sûr régionaux et locaux, mais également avec des entités nationales. Je pense au comité stratégique de filière. Le rôle et la mission telle que nous la concevons, c'est effectivement de permettre à nos adhérents et aux entreprises qui nous accompagnent de passer finalement de l'idée au marché, donc avec une boucle vertueuse qui est celle de détecter, d'identifier les opportunités d'innovation et d'analyser les faisabilités avec toute la confidentialité requise, hein, c'est ce que vous attendez de nous. Ensuite, c'est de collaborer ensemble et de constituer les consortiums pour précisément monter les dossiers et les projets. C'est vous aider dans l'évaluation et la labellisation des projets par le biais d'un conseil d'innovation qui est extrêmement actif en la matière. C'est également sur la partie financement, ensuite, d'identifier les guichets de financement qui peuvent exister, à la fois locaux, régionaux, France, Europe, et de faciliter cette obtention des fonds. On sait que c'est parfois un peu un parcours du combattant, donc on est là pour vous aider en la matière. Et puis, le dernier verbe d'action, c'est de valoriser, de contribuer à la visibilité du projet et de vous assister dans la mise sur le marché. Donc voilà cette boucle qui va de l'idée au marché et qui est dans l'ADN du pôle Fibre Énergie. Deux mots sur l'activité hydrogène dans le Grand Est. Alors c'est une pleine actualité, c'est un sujet tendance, mais c'est un sujet vraiment d'actualité et d'importance. Donc la structure ou les structures aujourd'hui s'appellent notamment Dynamise, hein, issu du pôle véhicule du futur. L'ambition alors de Dynamise, donc vous voyez la définition de l'acronyme, avec une orthographe dont il faut bien se souvenir, c'est fait pour, c'est de développer une filière industrielle dans le Grand Est, autour d'industriels locaux, avec la question de la création d'emplois qui est très importante. La région Grand Est a sans aucun doute un rôle important à jouer en la matière. Et puis, c'est le rôle important que l'hydrogène doit jouer dans le cadre de la transition énergétique, autour d'un hydrogène décarboné et en mobilisant évidemment les aides pour l'investissement, puisque je pense que ça sera redit par nos collègues de l'ADEME. Une des thématiques importantes de l'hydrogène aujourd'hui, effectivement, c'est la question de sa rentabilité, de sa compétitivité. Donc clairement, les aides à l'investissement sont absolument cruciales pour rendre possible finalement un avenir hydrogène. Les acteurs du consortium, alors ils sont très très nombreux, donc je ne vais pas les citer, mais vous les voyez apparaître avec leur logo. Ils se situent sur toute la chaîne de valeur, hein, depuis la production de toute nature bas carbone qu'elle soit, et effectivement sur les installations, les électrolyseurs, et puis les services qui vont autour de cette chaîne-là. Et dans les partenaires importants qui sont en bas, donc effectivement, l'agence Grand Innov qui nous accompagne, l'Université de Lorraine, le CEATEC, Polyair, Materalia et bien sûr le pôle Fibre Énergie. C'est vraiment un travail collectif dans le Grand Est autour de l'hydrogène. Les missions du club hydrogène, hein, elles sont autour de trois éléments. C'est informer, orienter, c'est important, c'est un sujet nouveau, donc il faut beaucoup travailler là-dessus. C'est structurer, animer la filière, et puis c'est accompagner et valoriser bien évidemment ce travail qui va être mené.
Alors peut-être une petite information qui n'est pas sur le slide, mais signaler que vous connaissez l'association donc France Hydrogène, donc qui a été créée, qui existe maintenant depuis quelques temps. Eh bien une entité régionale a été mise en place, et donc Jacqueline, qui est avec nous aujourd'hui, en est le délégué régional pour la région Grand Est. Et tout ça se structure aussi autour de France Hydrogène. Donc Dynamise, France Hydrogène, tout ça prend forme au niveau du Grand Est. Voilà un petit peu, Philippe, là, les quelques éléments que je souhaitais apporter pour permettre ensuite à nos collègues et amis là, de l'ADEME de présenter plus précisément les appels à projets. Merci en tout cas pour votre attention et très bon webinaire à toutes et à tous. Merci Jean-Michel. Et nous passons la parole à Clément Ackermann. À vous Clément. Allô? Allô Clément? Ah, je ne vous entends pas Clément, hein. Je ne sais pas si on a un souci de connexion. Allô? On va laisser 10 secondes, 15 secondes à Clément pour activer son micro, ça devrait fonctionner. Oui, donc pour les auditeurs, on est répartis à travers la France. Donc on a des situations particulières chez les uns et les autres. Mais Clément, on a pu. Clément, c'est bon, il arrive. Clément Vous m'entendez Ackermann? bien? Ah, Oui, c'est c'est bon. parfait. Ben, on vous Ouais, donne la parole. mes excuses. Le micro a été coupé et je n'arrivais pas à le déconnecter, enfin, à le reconnecter en fait. Donc, bon, du coup, excusez-moi pour ce petit moment de latence. Oui, donc là, du coup, je vais vous présenter donc l'AAP Briques Technologiques et démonstrateur hydrogène. Donc c'est peut-être en préambule, donc c'est un AAP qui s'inscrit dans un objectif donc déjà de neutralité carbone à horizon 2050 et de valorisation de l'économie décarbonée à l'échelle française, en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone, et qui s'inscrit également dans un cadre plus large de la stratégie nationale de l'accélération d'hydrogène dont vous avez dû entendre, j'imagine, tous parler, qui a été annoncé depuis septembre 2020, et dans le cadre d'un soutien très large de 7 milliards destiné à la filière d'ici 2030. En titre, enfin peut-être en préambule, je vous ai mis en première slide donc le lien vers cet AAP, et également le lien vers l'adresse mail de la boîte mail de l'AAP. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, des questions sur le montage d'un projet, sur le fonctionnement de l'AAP, ou toute question sur comment fonctionne le PIA3 et d'ailleurs le PA4 et les investissements d'avenir. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on essaie d'être assez réactif, même si on a beaucoup de demandes. Alors, au niveau de l'AAP, donc comme je disais, cette AAP s'inscrit dans un cadre qui est plus large de soutien à l'innovation sur hydrogène, qui va de la recherche fondamentale TRL 1 à 3 au déploiement et à la massification des solutions existantes aujourd'hui en France. Et donc ce présent AAP vise à financer plus particulièrement les démonstrations. Donc les démonstrations sur divers volets, donc entre un TRL entre 5-6 jusqu'à un TRL de 9, donc atteinte du marché. Et donc ce présent AAP vise dans son volet briques technologiques, à développer ou améliorer les composants et systèmes liés à la production et au transport de l'hydrogène et à ses usages tels que les applications de transport ou de fourniture d'énergie. Et dans la partie volet démonstrateur, à soutenir des projets de démonstrateurs de grande envergure, de pilotes ou de premières commerciales sur le territoire national, permettant justement à la filière de se développer et de réduire ses coûts. Au niveau de l'analyse qu'on va en faire de ces projets, les différentes solutions proposées dans le cadre de l'AP doivent conjointement donc apporter une plus-value environnementale étayée, avec un certain nombre de retombées, enfin de co-bénéfices
environnementaux liés aux solutions développées. Être innovante, c'est un des critères importants des projets qui seront déposés et des critères de sélection de l'AAP, c'est l'innovation de nature technologique, économique ou organisationnelle par rapport à un état de l'art qui devrait être argumenté dans le projet. Répondre à une demande marché. En effet, comme vous le savez peut-être certainement pour ceux qui ont regardé, qui ont téléchargé le texte, le cahier des charges de l'AAP, une partie des aides sont en avance remboursables et donc on attend quand même qu'il y ait un certain nombre de retombées, d'une part pour l'économie française, donc que les solutions puissent se déployer sur le territoire français, mais également que ces avances, dans la mesure du possible, effectivement puissent être remboursées. Et donc la partie, commercialisation, industrialisation et réplication est un point assez important qu'on va regarder dans les projets qui vont être déposés. Les projets doivent être aussi prioritairement être localisés sur le territoire français, en France métropolitaine ou, dans les collectivités d'outre-mer. Et dernier point qui est très important, contribuer à la structuration de la filière, c'est-à-dire, permettre justement d'accélérer, le déploiement d'hydrogène en France, réduire les coûts, avoir des synergies, entre acteurs ou entre, on va dire, enfin, avoir des synergies dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Hem et donc, enfin voilà, donc ça c'est à peu près ces 5 gros aspects qui sont regardés, lorsqu'on va, réceptionner un projet. Au niveau des axes, alors sans forcément rentrer dans les détails, on a 4 grands axes en fait qui vont nous intéresser dans cette AAP. Alors l'AAP est très large, hein, il a été construit de cette façon pour pouvoir vraiment, accueillir un maximum de projets, heu, enfin, on va dire, ne vous posez pas trop la question si, votre projet est éligible à la thématique, à une de ces thématiques. On va dire tant que, on va dire, vous abordez le sujet de l'hydrogène et tant que vous avez une contribution positive à la filière, on va dire que votre projet rentrera, dans cette AAP. Vraiment l'AAP est très large, mais on peut quand même distinguer, on va dire, 4 axes. Un premier axe de financement de briques technologiques et de composants, qui ont vraiment pour but en fait d'améliorer, enfin, on va dire de traiter les problématiques de réduction des coûts, d'améliorer la compétitivité de ces composants, la fiabilité, la durée de vie, et également d'aborder les problèmes de conception, d'éco-conception et de recyclabilité des composants, de la chaîne hydrogène. Donc un deuxième axe, pilote, innovant, industriel et réseau et fourniture temporaire d'énergie. Donc là, on est vraiment dans enfin, le test de solutions innovantes de fourniture d'électricité décentralisée, des projets de power to gas ou d'injection, d'hydrogène ou de méthane dans le réseau gazier ou d'interaction entre, le réseau électrique et les réseaux gaziers. Et également là, dans cet axe-là figurent, tous les projets qui peuvent fournir des voies de décarbonation, possibles de l'industrie, sidérurgie, chimie, ciment ou raffinage. Mmh. L'axe 3 est plus un axe qui est axé sur la conception et la démonstration de nouveaux véhicules. Alors pareil, de la même manière, on va dire les véhicules visés sont très larges. En fait, on est aussi bien sur du poids lourd, du véhicule utilitaire, du bateau, du ferroviaire ou de l'off-road. L'objectif étant vraiment de valider, de concevoir de nouveaux véhicules avec les problématiques de maintenance, de fiabilité, de ces nouveaux véhicules, hem, ainsi que de toucher des projets qui vont essayer de résoudre de lever des verrous sur, les infrastructures d'alimentation d'hydrogène. Donc pareil, on est vraiment sur des axes qui sont assez larges. Et enfin, le dernier axe, qui est l'axe grand démonstrateur d'électrolyseurs, qui est en fait un soutien, apporté sous forme de CAPEX à, l'installation de projets de démonstrateurs d'électrolyse de grande envergure, de plusieurs dizaines de mégawatts. Alors sur cette partie-là, on interviendra uniquement en CAPEX, la partie OPEX étant à trouver auprès d'autres guichets ou alors auprès d'autres systèmes, d'autres outils, on va dire, de financement. On peut penser par exemple à Innovation Fund. Alors, au niveau du processus global de sélection, donc vous avez mis un petit slide pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Donc il y a à peu près 5 grandes étapes. Donc la première étape qui est une étape de pré-dépôt durant laquelle vous allez prendre contact avec l'ADEME, via la boîte mail qui s'était affichée sur la première slide.
qui permet d'échanger sur votre projet, d'avoir des premières informations. On vous enverra une annexe 2, qui est une annexe de présentation, de votre projet, qu'il faudra nous renvoyer, compléter et une réunion de pré-dépôt sera organisée, qui permettra à l'ADEME de vous aiguiller, de vous aider à maturer le projet au mieux. Et suite à cette réunion de pré-dépôt, et aux remarques qui vous auront été faites, vous pourrez déposer votre projet sur l'AAP. S'ensuivra une première phase de présélection, durant laquelle l'ADEME va présenter, au comité de pilotage, composé des différents ministères, heu, enfin qui œuvrent, enfin qui décident sur cette thématique, si, oui ou non vous allez passer en instruction et si le projet, peut être intéressant. Et après on passera effectivement en phase d'instruction, durant laquelle on va être amené à se voir durant une réunion dite d'expertise, durant laquelle on va vous poser un certain nombre de questions pour approfondir, on va dire, heu, votre projet. Et l'ADEME rendra une décision, 3 mois après, du coup, le dépôt du projet. S'ensuivra une phase de contractualisation qui durera également 3 mois et qui mènera, du coup, à un contrat entre les différents partenaires du projet et l'ADEME. Et une fois ce contrat signé, le projet passera dans les équipes suivies, côté ADEME et Investissements d'avenir. Alors peut-être un point important, c'est qu'aujourd'hui l'ADEME est opérateur du PIA, c'est-à-dire on instruit les projets, on aide on aide les porteurs, on va dire, on aide les porteurs à maturer leurs projets. On rend des avis, on argumente, on essaye d'expliquer pourquoi un projet peut être, intéressant à financer ou non, mais c'est pas nous qui avons la décision finale, de financement. Ça, pour le coup, c'est vraiment le comité de pilotage, qui décide in fine du financement du projet, ou non. Ça, c'est un point assez important. Pareil, alors autre point important, donc les AAP cette AAP est ouvert au fil de l'eau, donc il n'y a pas de clôture intermédiaire ni de clôture, finale. Donc vous pouvez vraiment, déposer à tout moment, durant l'ouverture de l'AAP, vos projets. Et à partir du moment où les projets seront déposés, ils rentreront en phase d'instruction et donc vous aurez une réponse de financement ou non dans les 3 mois, à venir après le dépôt. Au niveau des typologies de projets attendus sur cette AAP, donc on attend aussi bien des projets monopartenaires que collaboratifs, avec maximum 5 partenaires, demandeurs d'aide dans le projet. Au niveau des budgets minimums pour les axes 1, 2 et 3, on attend des projets d'un budget minimum de 2 millions d'euros et pour l'axe 4, d'un budget minimum de 5 millions d'euros. Les dépenses éligibles sont alors sont tout type de dépenses est éligible. Hem, Tout type de dépenses de recherche et développement et innovation. Et si certains ont des projets qui sont, heu, plutôt des projets d'investissement, des possibilités d'aide au CAPEX, comme je disais, sont possibles en utilisant le régime, ligne directrice environnement. Je vais pas forcément m'étendre là-dessus parce que j'ai pas énormément de temps pour, et ça reste des régimes un petit peu complexes à détailler, mais n'hésitez pas à envoyer un message à la boîte mail, pour plus d'informations. C'est moi qui la gère et j'essaierai du coup de vous répondre de façon plus détaillée, hem, sur la boîte mail. On vous a redonné les principaux taux d'aide par type d'entreprise, par, type de nature de dépenses et de régime, donc recherche ou ligne directrice environnement. Et par type d'aide, donc 100 avance remboursable ou mix avance remboursable et subvention dans le tableau qui est ci-dessous. Les organismes de recherche sont également éligibles à des aides, ainsi que les collectivités locales, pardon, intégralement en subvention. C'est le tableau qui est en dessous. N'hésitez pas si vous avez des questions encore, je vous répondrai plus en détail, sur la boîte mail. Donc au niveau des critères de sélection, on les a un petit peu détaillés dans la slide 2, je les ai rappelés ici. Donc on va regarder dans les projets, donc le montage du projet, le consortium, les différents plans de financement, du projet qui sont envisagés, l'innovation par rapport à l'état de l'art, très important, les éco-bénéfices environnementaux de votre projet, par rapport à l'existant. L'idée étant quand même de financer des projets avec des retombées positives sur l'environnement. La réplicabilité de la solution, les pertinences du modèle économique et les impacts, sur la filière en termes sociaux et économiques. Voilà, ce que je ne vais pas rentrer dans les détails, de la même manière, je peux y répondre de façon plus précise,
sur la boîte mail. En termes de modalités de remboursement, donc aujourd'hui, sur la partie avance remboursable, donc les cas standards sont un remboursement en 2 parties, lié à l'atteinte de chiffre d'affaires ou à l'atteinte de ventes, suite au projet. Alors, pour être, tout à fait franc, on est très, flexible, on va dire, sur, les modalités de remboursement des avances remboursables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'accompagner la filière et de l'aider à lever les verrous et à lever les risques techno. Si on peut complètement entendre que, les avances remboursables soient, remboursées sur des durées un peu lointaines pour éviter de, trop contraindre, la trésorerie des entreprises et leur permettre de se déployer, on va dire, sereinement. Donc, encore une fois, on vous a donné des modalités de remboursement un peu type, sur cette slide aussi. On a vraiment de la flexibilité pour, vous accompagner au mieux sur ces remboursements, donc faut pas voir ça comme une contrainte. Pareil, de la même manière, mmh, je le précise systématiquement, mais les avances remboursables, ce sont pas des prêts. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, en cas d'échec du projet, en cas de non-atteinte des objectifs du projet, après vous allez le rembourser. Une avance remboursable, si votre projet n'atteint pas ses objectifs, elle est convertie en subvention et vous en êtes libéré. Donc c'est un outil qui est quand même beaucoup plus flexible qu'un prêt ou qu'un prêt, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade et je maintenant on peut passer aux questions-réponses, si vous le voulez bien. Donc, en principe, on va afficher des questions. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu de Donc, est-ce qu'une question a été affichée ou non, il n'y a pas pas? encore eu de questions de la part des participants. On va laisser quelques minutes, aux participants pour, réagir et puis sinon on va passer, à la présentation d'Éric Gaspard. Ah, apparemment ça s'active. Je suis déjà en train de rédiger des questions. On va attendre de les laisser le temps de le taper et puis, OK, donc on a une première question. Alors, une première question sur, les critères pour avoir des avances remboursables, 100 d'avances remboursables ou un mix avance remboursable subvention. Alors ça, c'est vraiment enfin, c'est vous qui choisissez. Donc en gros, les 2 options sont possibles. C'est vraiment à votre discrétion, vous de choisir ce que vous préférez entre avance remboursable et mix, avance remboursable subvention, sachant que pour une aide 100 en avance remboursable, vous avez un taux qui est un peu supérieur à une aide mixte avance remboursable et subvention. Non, l'AAP est vraiment, ouvert à l'échelle nationale, donc toute entreprise sur le territoire national et en France métropolitaine, enfin même en outre-mer peut postuler, donc voilà, c'est vraiment ouvert. Donc on a encore, voilà une nouvelle question, je l'affiche. Alors, la dotation totale aujourd'hui du dispositif, enfin de l'AAP, vraiment uniquement briques techno, est de 350 millions en aide, si je me trompe pas. Aujourd'hui, bon, pour être tout à fait transparent, aujourd'hui les montants sont là. On a largement les budgets pour, financer énormément de projets. Donc j'ai envie de vous dire, il y a pas de problème de budget, donc n'hésitez pas à venir déposer un projet. Aujourd'hui, il y a pas de question de concurrence, entre projets, hein. Je veux dire, on est vraiment là aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème, en tout cas de budget.
même sur d'autres dispositifs. Donc, dès qu'un projet nous paraît bon, dès qu'un projet répond à nos attentes et est un projet de qualité, répondant aux standards des investissements d'avenir, aujourd'hui, les projets sont financés. Alors sur les avances remboursables, il n'y a pas de taux d'intérêt. C'est-à-dire un taux d'intérêt, c'est pour un prêt. Un taux d'intérêt, vous l'appliquez sur, le nominal que vous avez à rembourser, chaque année. Restant sur le nominal restant à rembourser chaque année. Les avances remboursables ne fonctionnent pas de la même manière. En gros, on a un taux dit d'actualisation, qui est appliqué sur l'aide totale. C'est-à-dire que maintenant si vous avez une avance remboursable de 100 à un taux, de 3,5 par exemple, vous rembourserez 103,5. À peu quelque chose comme ça. C'est vraiment un taux d'actualisation. Vous n'allez pas rembourser, 3,5 sur les 100, puis je sais pas les 90, les 80, les 70 et cetera, qui fait que vous avez des intérêts qui se cumulent, année après année. Donc on a, quelque chose de beaucoup plus, enfin vous avez beaucoup moins de «charges» entre guillemets, si on peut appeler ça, de l'avance remboursable que sur un prêt classique. Et aujourd'hui, ce taux, il est déterminé en donc c'est le taux Commission européenne qui est public, et aujourd'hui qui est de moins, 0,03 plus, un certain nombre de points de base qui sont, définis dans le texte de l'AAP. Aujourd'hui, à peu près, on doit être à un premier taux de un peu moins de 1 et un deuxième taux de moins de 3. Les réservoirs composites sont éligibles. Oui, les réservoirs réservoirs composites sont éligibles. Alors, par contre, s'il vous plaît, évitez peut-être de me poser des questions trop techniques sur, enfin, pas trop techniques, mais trop ciblées sur une thématique ou sur un projet. Enfin, l'idée étant quand même de répondre sur des questions les plus générales possibles qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Donc, d'autant plus que j'ai pas forcément toutes les réponses, techniques, en fait, sur vos projets. Sur quels critères l'aide européenne est-elle applicable? Hem, alors je suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que vous pouvez la reformuler? Peut-on postuler depuis Île-de-France? Oui, bien sûr, vous pouvez postuler depuis Île-de-France. Alors, la question de l'aide européenne, est-ce qu'on peut cumuler le dispositif? Ah oui, oui, alors effectivement, les aides sont complètement possibles entre plusieurs guichets nationaux et européens, dans la mesure où enfin, on va dire la seule limite, c'est qu'il ne faut pas dépasser les plafonds d'aide autorisés par la Commission européenne et qui figurent dans le régime RDI. Mais ça encore, si vous avez des sujets comme ça, de cumul d'aide, n'hésitez pas à revenir vers moi sur la boîte mail et je vous enverrai plus de détails, avec les textes qui vont bien. Alors l'aide s'appliquera uniquement aux démonstrateurs. Si vous voulez une aide au déploiement ou à la commercialisation, là, il y a d'autres guichets qui existent, aussi bien en aide d'État comment dire? Qu'en prise de participation. Je pense notamment à ADEME Invest ou à BPI, mais également aussi à l'AP Écosystème ou à d'autres guichets aussi qu'on peut exploiter, côté ADEME, qui permettent justement le déploiement de certaines solutions. Donc ici, on est vraiment enfin sur cette AAP, on est vraiment là pour financer de l'innovation. Merci Clément. Je sais pas si vous avez d'autres questions encore? On est arrivé au temps imparti pour les questions. Donc, OK. peut-être une dernière question là qui s'affiche, de Hélène Danance. Je vais l'afficher. Qui prend la décision de financement? Donc comme je vous disais, l'ADEME est opérateur.
Donc on est là pour, comment dire? Gérer les AAP, gérer les contacts avec les porteurs, analyser les projets, rendre des avis et soutenir des projets. Mais la décision finale de financement, donc c'est le comité de pilotage qui la prend, composé du ministère de l'Environnement, de la Recherche, de Bercy, hem et j'en oublie un, non, c'est bon, et du SGPI également, secrétariat général pour l'investissement qui est rattaché au cabinet du Premier ministre. Et donc c'est eux qui, enfin, comment dire? En discutant ensemble, prennent la décision finale de financement. Clément, je propose on attaque le deuxième appel à projet de la journée. Est-ce que Florian, on peut rebasculer sur la présentation? Donc je crois que Clément, vous restez avec nous, donc s'il y a quelques questions, à aborder d'ici une demi-heure, on pourra le faire, hein, avec vous. Oui, bien sûr, je reste avec vous. Merci Clément et je donne la parole à monsieur Éric Gaspard. Merci Philippe, vous m'entendez bien, je pense, oui. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. Pour ma part, excusez-moi, donc je travaille à la direction régionale Grand Est de l'ADEME, je suis basé à Strasbourg et je travaille également en tant que référent sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, en plus de Grand Est, sur la thématique hydrogène. Donc, il y a 2 grands appels à projets gérés par l'ADEME pour la thématique de l'hydrogène. Le premier présenté par mon collègue Clément. Et puis maintenant, nous allons parler plutôt de celui qui va s'occuper de la production et de la distribution de l'hydrogène. Donc, celui-là, je pense que vous voyez ma flèche, le pointeur, donc qu'on appelle écosystèmes territoriaux hydrogène, 275 millions sur 3 ans. Dont 125 millions d'ores et déjà ouverts pour l'enveloppe 2021. Puisqu'on a 3 relèves, on le verra juste après. Alors peut-être une précision sur écosystèmes territoriaux. Pourquoi on parle d'écosystèmes territoriaux? C'est parce que on va travailler sur la poule et l'œuf en même temps. Monsieur Devézal a très justement rappelé au début de son intervention, il y a encore sur l'hydrogène beaucoup de travail à faire sur la faisabilité économique. Mais justement, cet appel à projet, il va essayer de travailler sur l'offre et la demande d'hydrogène, c'est-à-dire ceux qui le produisent et ceux qui l'utilisent, que ce soit des usages industriels ou des usages de mobilité, pour justement essayer de modestement travailler sur la poule et l'œuf en même temps. Le lien que vous avez ici sur la diapositive, vous aurez donc la présentation avec ce lien. Et Agir pour la transition, c'est le site de l'ADEME qui référence les nombreux appels à projets auxquels vous pouvez donc postuler en ligne. Alors, les objectifs, comme je le disais, c'est de travailler à ce que l'hydrogène soit toujours plus accessible au marché, donc moins cher à produire au kilo. Et qui soit également renouvelable, puisqu'il y a un bonus, hein, on va le voir juste après, sur l'hydrogène renouvelable, mais aussi cet appel à projet est ouvert à l'hydrogène décarboné. On parle d'hydrogène bleu, vert pour le renouvelable, bleu pour le décarboné. Alors ça dépend, les couleurs varient suivant les gens qui parlent. En Europe, on parle peut-être pas exactement des mêmes couleurs, mais souvent l'hydrogène gris et l'hydrogène carboné. Donc celui fait à partir de vaporeformage de méthane, qui est donc la grosse majorité de tout l'hydrogène produit en France. Alors, l'appel à projet, il est là pour faire baisser les coûts aussi bien sur la partie consommation, donc des véhicules par exemple pour la mobilité, mais aussi de la production, c'est-à-dire donc principalement l'électrolyse, hein, puisque c'est la technologie qui est retenue sur cet appel à projet, où on fabrique de l'hydrogène à partir d'électricité. Via un électrolyseur et puis d'autres composants comme le compresseur, la station de distribution vers les véhicules pour la mobilité, par exemple. Et donc le deuxième point important, on y reviendra aussi rapidement avec les critères plus loin dans la présentation, consolider une filière française de l'électrolyse. On a des entreprises qui sont assez connues, je pense, je pourrais en citer quelques-unes, McPhy, Symbio,
qui se positionnent sur la chaîne de valeur hydrogène, et puis aussi des constructeurs dans la mobilité. Le plus connu peut-être, ou étant un de ceux qui sont assez connus, c'est Safran en France pour un fabricant de bus. Il y en a d'autres, hein, je souhaite pas être exhaustif, c'est juste pour illustrer mon propos. Et l'objectif de l'appel à projet, c'est d'orienter des financements aussi vers le développement de cette offre française et européenne dans un second temps. Alors, les projets éligibles, comme je le disais, seule l'électrolyse est éligible. Alors pourquoi? Puisque c'est l'objectif, hein, c'est d'avoir des économies d'échelle économique principalement. Clément vous a présenté l'appel à projet sur la R&D. Donc là, on essaye de progresser sur la recherche et développement. Cet appel à projet-là, il est vraiment là pour avoir des effets d'échelle sur les volumes. Et donc d'être sur de la production d'hydrogène la plus massive possible. Alors, il y a un seuil de 20 MW qui est important à retenir, et 1 également, puisque c'est le seuil mini de la puissance de l'électrolyseur qu'on va envisager dans les projets déposés dans cet appel à projet. Au-dessus de 20 MW, on retourne dans l'axe 4 de l'appel à projet présenté par Clément, puisque au-dessus de 20 MW, on considère que ce sont des démonstrateurs vu la taille de l'électrolyseur, aussi bien positionné dans le réseau électrique que en termes de l'utilisation de l'hydrogène produit dans ce genre de puissance. Le prix cible à 9 € du kilo, donc c'est un prix cible, hein, c'est pas, alors ça fait partie des critères, mais c'est pour quand même donner une idée des calculs économiques que les porteurs de projets vont faire. Et qu'est-ce qu'ils doivent viser comme type de rentabilité? 9 € du kilo étant le prix rendu de l'hydrogène, toute taxe comprise, en prenant en compte les subventions. Je dis les subventions parce que on a la subvention de l'appel à projet dont je parle, mais aussi potentiellement d'autres types de subventions régionales, européennes, par exemple. Plus de 50% des usages doivent être identifiés. Ça, c'est pour enfoncer le clou dans le fait qu'on souhaite avoir des projets qui sont vraiment matures et qui puissent pouvoir produire de l'hydrogène décarboné et renouvelable le plus rapidement possible, c'est-à-dire avec des consommateurs qui ne sont pas théoriques, mais qui sont vraiment là, réels, et qui ont des lettres d'engagement et qui sont très bien identifiés, autant dans leur type de besoin que dans le volume. Alors, 3 types d'usages. Je vois que le temps passe, alors je ne vais pas m'éterniser non plus sur chaque diapo. Ce qui sera plus intéressant, c'est les interactions plus tard avec les questions. Alors, les usages industriels, principalement raffinerie, production d'engrais, mais aussi électronique, verre, industrie du verre par exemple, où dans le process, la molécule hydrogène est utilisée. Alors, ce qui est éligible là, c'est pas le nouveau four du sidérurgiste qui va utiliser de l'hydrogène par rapport à un autre process, mais bien la production d'hydrogène. Usage en mobilité, là c'est toute la chaîne, hein, c'est la production, la distribution via les stations et puis aussi les véhicules qui sont éligibles à la subvention. Alors on n'a pas d'aide remboursable sur cet appel à projet, mais bien de subvention. Et c'est assez large aussi, comme dans le premier appel à projet présenté par Clément. Alors, hors véhicules légers et particuliers. On commence aux véhicules utilitaires, là où l'hydrogène en tant que carburant alternatif a le plus d'impact environnemental et le plus pertinent. Mais aussi les bus, les autocars, la mobilité plus lourde comme les camions 38 tonnes et autres, les bennes à ordures ménagères, les TER. Alors les TER dans une moindre mesure, il y a d'autres appels à projets qui sont concernés, mais on peut se baser quand même sur une utilisation de TER ou autres trains pour construire un projet qui va pouvoir être déposé en cadre de cet appel à projet. Les usages stationnaires également, par exemple un groupe électrogène qui est utilisé soit sur un chantier par exemple ou dans des manifestations culturelles pour donner un autre exemple. Alors, les zones non interconnectées ZNI sont également éligibles, les îles bretonnes ou les DOMCOM, les territoires d'outre-mer. Les bateaux à quai également, qui sont un enjeu de pollution de l'air important quand un bateau est à quai pour avoir de l'alimentation électrique. Il peut utiliser aussi une pile à combustible qui va être alimentée en hydrogène.
Alors, les critères de sélection, c'est là où je vais peut-être passer un peu plus vite en insistant plutôt sur critères d'impact filière. Donc, je l'ai déjà abordé. Essayer d'avoir le maximum d'acteurs nationaux, voire européens. Et puis, l'efficacité de l'aide publique, c'est en euros du kilo d'hydrogène produit bas carbone ou renouvelable, donc autour de 9 euros du kilo. Et puis, quand même, peut citer l'euro par tonne de CO2 évité qui sera regardé également. Le critère d'usage, là, je vais prendre l'usage mobilité. Le but n'est pas de mettre de l'hydrogène partout dans toutes les mobilités, mais là où il y a vraiment un intérêt fonctionnel, environnemental bien sûr, hein, mais fonctionnel également. Je cite un exemple. En général, la mobilité hydrogène est plus utile pour des charges utiles plus importantes que le 100% électrique, par exemple. Ou alors le temps de recharge, qui est plus faible que pour le 100% électrique, pour donner ces deux exemples. Alors, je change de diapositive. Oui, il y a un petit retard à l'allumage. Voilà. Les modalités d'aide, donc il y a plusieurs taux, vous le voyez, 25, 35, 45%. Ça diffère en fonction de la taille de l'entreprise. Et on a un bonus de 10% si on a l'électricité qui est renouvelable, qui est utilisée. Ça, c'est la partie production-distribution, c'est-à-dire électrolyseur, compresseur pour la distribution. Et puis aussi les véhicules, donc la partie utilisation pour la partie mobilité. On calcule le taux, là, les taux qui sont sur votre diapositive sont calculés non pas sur le coût total de l'investissement, mais le delta entre les investissements relatifs à l'hydrogène et les investissements de référence, qui sont avec un taux qui est calculable. Il y a un taux qui est donné donc dans le cahier des charges d'appel à projet téléchargeable sur notre site. Les aides ADEME sont cumulables avec d'autres aides, on l'avait déjà dit, régionales, européennes, toujours en respectant le cumul des aides publiques, bien sûr. Et on ne va pas rentrer dans le détail ici, puisque c'est quand même du cas par cas. N'hésitez pas donc sur la prochaine diapositive qui arrive avec un petit retard à l'allumage, ça devrait arriver bientôt. Voilà. Les modalités pratiques, on a d'ores et déjà quelques projets qui ont été déposés en décembre 2020. La prochaine échéance, c'est le 16 mars, et puis la dernière pour le millésime 2021, le 14 septembre 2021. Les pièces à fournir sont disponibles sur agirpourlatransition.adem.fr. Et vraiment, ce qui vous est conseillé, c'est de poser des questions sur l'adresse générique que vous voyez là, eco6h2@adem.fr. Si ce sont des projets Grand Est, pourquoi pas Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez mettre en copie, donc eric.gaspard@adem.fr. Comme ça, on pourra engager le dialogue. Alors ça, c'est une diapositive. Je vais vous laisser la lire, puisque je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. C'est une comparaison entre les deux appels à projets que nous venons de vous présenter. Et je suis à disposition pour vos éventuelles questions. Merci de votre attention. Qui prend la décision de financement? Oula, ça fait une deuxième question qui arrive très vite. Donc, la décision de financement. Alors, le projet est instruit au niveau des directions régionales pour cet appel à projet-là. Et il est co-instruit avec nos collègues des services centraux spécialisés dans l'hydrogène. Nous sommes beaucoup moins spécialistes qu'eux. Et nous prenons la décision ensemble en interne ADEME avec quand même un avis très fort et puis un compromis, une décision, une codécision avec les ministères concernés également. Alors, l'hydrogène fait avec de l'électricité originaire de combustion d'origine ménagère est-il considéré comme vert ou comme décarboné? Merci Nicolas pour cette question. Alors, je vous invite à aller sur agir.adem.fr puisqu'il y a une foire aux questions qui fait 7 pages, qui est disponible et téléchargeable, qui s'est basée sur des questions qui ont déjà été posées et qui sont capitalisées dans ce document. Et il y a justement la réponse à cette question dans la foire aux questions. Alors, la réponse est que une UVE donc,
co-générer de l'électricité via l'incinération de déchets, il y a seulement une partie qui est considérée comme renouvelable dans ce type d'électricité. Et ça sera seulement une partie donc, de l'électricité qui sera considérée comme renouvelable. Mais là, c'est quand même du cas par cas, donc je vous invite à aller voir la foire en question. Quelle est la règle de calcul considérée pour l'économie de CO2? Alors, la base carbone, que je vous invite également à aller voir en créant un compte, c'est assez rapide de créer un compte sur la base carbone, vous permet d'avoir accès à beaucoup d'équivalents, enfin de facteurs de conversion de CO2 pour beaucoup d'activités. Par exemple, on peut savoir pour 1 kg de bœuf acheté dans un supermarché quel est l'équivalent CO2 et tout un tas d'autres facteurs, mais aussi pour 1 kg d'hydrogène produit, quel est le tonnage de CO2. Alors là, de tête, je ne l'ai pas, mais vous l'avez également dans le cahier des charges ADEME et sur la base carbone. Ça, je pourrais renvoyer via les pôles de compétitivité qui ont organisé ce webinaire, vous renvoyer les infos sur les tonnes de CO2, puisque pareil, là, c'est peut-être un peu difficile d'aller en quelques minutes, voire quelques secondes dans le cadre du webinaire sur ce genre de questions. En tout cas, c'est des règles qui sont les mêmes pour tout le monde et c'est des taux que tous les projets vont utiliser de la même manière, à part si vous avez un cas très particulier de calcul d'équivalent CO2 sur un process. Et là, ce sera du cas par cas et ça sera à nous justifier et on prendra en compte, on regardera vraiment au cas par cas. Donc là, c'était la même question. Comment se répartit le budget entre les 3 remises de dossiers en 2021? Il n'y a pas de répartition. Il y a une répartition de 125 millions sur l'ensemble des 3 relèves, mais il n'y a pas de répartition entre les 3 relèves. Et je reprends et je redis ce qu'a dit Clément Ackermann. On a 7,2 milliards sur 10 ans. C'est incommensurable par rapport à vraiment beaucoup d'autres sujets, même sur les énergies renouvelables et le fonds chaleur, qui existe depuis quasiment 10 ans à l'ADEME. Il n'y a pas d'enjeu de disponibilité d'enveloppe. Franchement, je pense que ça, c'est pas l'élément dimensionnant. Et il faudra plutôt se concentrer sur les critères environnementaux, les critères économiques pour départager les projets, s'il faut vraiment les départager, une fois qu'ils sont éligibles. Même nous sommes très en amont. Ah, ça a changé de question, désolé. Même nous sommes très en amont, alors il y a un si qui a dû sauter dans la rédaction de la question, même si nous sommes très en amont à ce stade, l'aéronautique est-elle concernée par ce second dispositif? Alors effectivement, vous êtes très en amont à ce stade et j'ai l'impression que ça serait plutôt le premier appel à projet briques technologiques qui serait intéressant, mais beaucoup d'aéroports ont d'ores et déjà réfléchi sur le sujet et sont déjà dans les tuyaux des appels à projets, puisque l'appel à projet dont je parle aujourd'hui, il a déjà 2 cousins depuis 2018 avec plusieurs vagues, plusieurs projets. Les lauréats sont d'ailleurs déjà disponibles sur le site de l'ADEME. Il y a un bilan PIA hydrogène qui est disponible, quelques pages sur quelques projets au niveau français, qui vous donne déjà un aperçu de ce qui a déjà été financé. Enfin, avec la confidentialité qu'on doit respecter, on ne peut pas tout vous dire sur tous ces projets. Mais on va dire que sur l'aéronautique, ça dépend si on parle des infrastructures aéroportuaires où là, vous n'êtes pas trop en amont et c'est éligible. Si on parle de comment développer le futur avion à hydrogène, là, c'est clairement de la R&D et donc c'est pas cet appel à projet-là, mais plutôt le brick technologique. Ça dépend de quoi on parle. Je vais prendre un exemple. Si vous avez un camion tracteur de quelques tonnes qui va conduire les avions vers leur parking, ces engins-là peuvent être à hydrogène, comme les Fenwick. Alors Fenwick, c'est une marque, je ne sais plus comment on dit, comme les engins de logistique dans les plateformes logistiques. Là, il peut y avoir un intérêt à regarder cet appel à projet écosystème territorial. Alors, le seuil des 20 MW peut-il être augmenté? Je n'ai pas connaissance de ça, mais en tout cas, il y a des discussions qui sont toujours en cours à assez haut niveau. Ça me passe très haut au-dessus de ma tête. Ça ne me concerne pas moi directement au niveau régional.
peut-être Clément pourra revenir là-dessus, mais il y a encore des discussions qui sont en cours sur les modalités de soutien des coûts en OPEX. C'est-à-dire, pour ce genre d'électrolyseur, là, démonstrateur à plus de 20 MW, il y a la partie CAPEX qui va pouvoir être prise en charge dans l'autre appel à projet briques technologiques au titre de l'axe 4. Et pour la partie OPEX, ça ne sera pas l'ADEME, ça ne sera pas les appels à projet, ce sera un autre mécanisme de soutien qui sera donc vraiment basé sur un tarif plus ou moins de compensation sur l'hydrogène produit. Et donc, tous les critères qui vont autour, y compris le seuil des 20 MW, sont encore en discussion. Donc là, les premières informations, ça sera 2021, mais je ne peux pas vous dire si c'est avant l'été ou après l'été. C'est encore en cours de discussion. On nous a annoncé que ce mécanisme de soutien et tout ce qui était autour de l'OPEX hydrogène, ça serait plutôt en place en 2022. Donc il y a encore des discussions à prévoir cette année. Oula, c'est une question un peu fleuve qui arrive apparemment. Elle n'est pas encore à l'écran. Si, c'est celle-là. Alors là, l'appel à projet briques technologique étant pour la phase de R&D démonstrateur et l'appel à projet écosystème se terminant en septembre 2021, y aura-t-il par la suite d'autres appels à projet de type écosystème pour faire profiter les projets qui auront développé en 2021 la partie novembre grâce à l'appel? Oui, bien sûr. Là, donc les petits tableaux que vous avez dans les premières diapositives, elles vous montrent des budgets qui sont sur 3 ans. Et la stratégie nationale française est sur 10 ans, avec 7,2 milliards. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer sur du moyen long terme une filière française qui s'intègre dans une logique européenne, hein, puisque au niveau européen, ça bouge aussi vraiment beaucoup, les choses se structurent un peu comme on a vu pour Airbus à l'époque. On a des logiques comme ça de chaînes de valeur hydrogène qui vont pouvoir aller chercher certains composants des différentes chaînes de valeur au niveau européen. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps d'avoir des logiques industrielles qui se construisent. Et bien sûr, vous pouvez compter sur du long terme, sur au moins 3 ans, sur les 2 types d'appels à projets. Et je pense sans avoir cette crainte de premier arrivé, premier servi. Bon, après, je dois rappeler aussi que monter et ça c'est vrai que j'aurais pu le dire aussi pendant la présentation, pouvoir être en mesure de proposer un projet à l'appel à projet écosystème, c'est monter un consortium côté producteur, industriel, souvent, côté consommateur, collectivité, souvent. Deux mondes qui parlent, hein, mais ça met quand même du temps tout ça met quand même du temps à se mettre en place. Les logiques de consortium, de mettre en place les structures de coûts, de partenariat, c'est quand même quelques mois de travail. Et donc, à part s'il y a déjà eu des préparations sur un territoire donné, ça prend quand même du temps à construire. Donc, d'ici à mars, par exemple, pour la prochaine relève, si vous commencez vos travaux maintenant, visez plutôt septembre. Dernière chose, et je l'ai peut-être pas dit, et là je vais le redire, c'est que c'est très apprécié, voire quasiment indispensable, d'avoir une collectivité dans le consortium pour cet appel à projet. Alors quand je dis quasiment indispensable, hein, c'est pas un critère rédhibitoire, mais on a un des critères qui était l'insertion du projet dans un écosystème plus large, hein. On dit écosystème, c'est vraiment une bonne raison. C'est qu'on souhaite qu'un projet vienne s'intégrer dans un territoire. Je vais prendre un exemple volontairement caricatural. Si on a un électrolyseur très important qui propose de l'hydrogène enfin, on va dire, à un prix économiquement intéressant, et qu'il n'y a pas de consommateurs autour parce qu'il n'y a pas de réflexion sur comment on s'insère dans le tissu industriel, on n'aura pas un projet qui sera intéressant pour nous. Il faut vraiment s'intégrer à un écosystème, autant sur la production et puis le territoire en lui-même, la production et la consommation.
La labellisation par un pôle peut-il être un plus? C'est toujours regarder, hein, justement, Jacques, merci pour cette question. C'est ce que je viens de dire juste avant. Enfin, ça peut être aussi pour savoir si un projet est bien intégré dans un écosystème et dans un territoire. On va regarder quels sont les liens avec la collectivité et aussi quels sont les liens avec la labellisation d'un pôle, par exemple. C'est pas le seul, hein, la seule chose qu'on regarde, mais ça peut être des universités, ça peut être un labo, ça peut être un pôle également. Mais c'est très structurant, oui. C'est plutôt rassurant pour nous. A-t-on épuisé le fil des questions? Alors, je ne sais pas si Clément voulait amener un complément par rapport aux excellentes réponses déjà apportées par Eric. Clément? En tout cas, pour ma part, hein, je pense avoir très bien compris la distinction entre les deux appels à projets. Bon, Là, excusez-moi, je suis à nouveau là. Mon micro s'était coupé à nouveau, je sais pas pourquoi. Oui, non, si j'avais un point assez important à rajouter par rapport à ce qu'avait dit Eric. N'attendez pas peut-être le dernier moment sur, alors au moins sur l'AP briques technologiques et démonstrateurs pour postuler, parce que c'est vrai que si aujourd'hui effectivement on n'a pas de problème en fait sur les budgets, alloués, hem, bah, vous comprenez très bien que si au bout de 2 ans on a très peu de projets et qu'on n'a pas vraiment énormément de réponses, ces budgets pourraient être remis en cause en fait. Donc, aujourd'hui il y a clairement un soutien, à la filière, donc vraiment n'hésitez pas, n'attendez pas, trop longtemps pour déposer des projets, pour qu'on puisse vraiment intervenir rapidement et qu'il y ait pas de remise en cause de ces budgets au bout de 2 ans parce qu'il y aurait eu trop peu de projets, quoi. merci Clément, hein, c'est effectivement une information importante, c'est que il y a une actualisation qui se fait dans les dispositifs d'aide d'année en année et donc on tient compte de l'activité réelle de candidature. Nous, on le constate en tant que pôle de compétitivité dans les projets qu'on amène. Il y a une sorte de retour de. Quand on amène un certain nombre de projets, au fil des années, ça devient quelque part de plus en plus facile aussi de les faire financer. Ouais Un petit et point peut-être en particulier pour les pôles de compétitivité, je pourrais souligner le fait que pour un porteur de projet ou plusieurs, hein, dans un futur consortium, ça peut être déconcertant de voir tout ce qu'il y a à remplir comme information, comment la structurer, comment présenter au mieux son projet. Bah, c'est vrai que les pôles de compétitivité, ils ont l'habitude et ils sont là pour ça et pour que plutôt qu'une montagne à gravir, bah, ça devienne presque une promenade de santé, je pense. Ils sont tellement forts, nos pôles de compétitivité. ouais. Ouais, vraiment, pareil, côté investissement, d'avenir et à la AP Brick Techno, n'hésitez pas, à vraiment vous baser sur le pôle de compétitivité pour monter vos projets parce qu'ils pour le coup, ils ont vraiment une expertise et souvent ça facilite beaucoup le montage des projets. Merci, messieurs, donc à tous les participants, aux intervenants, Jean-Michel Devezat, Jacques qui a fait la logistique des questions en backstage, mais il est un peu intervenu aussi mon collègue Florian Thureau, donc à Eric Gaspard et à Clément Ackermann. On vous enverra par courrier électronique la présentation d'aujourd'hui et on prendra en compte les quelques questions qui pourraient encore arriver. Donc, vous pouvez nous rejoindre. On a un site internet et des flux LinkedIn et Twitter. Ça vous permettra de vous tenir au courant des prochaines présentations que nous ferons. Merci à tous. Très bonne journée et montez des dossiers. Au revoir. Exactement. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée, merci à tous et à Bonne toutes. journée.